Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire proposé par Lenovo dans le cadre du rendez-vous des décideurs IT édition 2022. Les entreprises françaises sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis de leur matériel IT et numérique, et ce, même si leurs besoins sont de plus en plus conséquents. C'est en tout cas ce que l'on constate chez Lenovo, où la transformation des équipements en vue de réduire leur impact a été initiée il y a maintenant 10 ans. Quelles évolutions à venir et comment s'adapter aux enjeux climatiques tout en accompagnant les entreprises dans leur transformation digitale? Autant de questions que nous allons aborder avec Thierry Bunel, référent RSE chez Lenovo. Bonjour Thierry Bunel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau du rendez-vous des décideurs IT. Alors peut-être pour commencer, je l'ai dit en introduction, cette transformation, elle a commencé en 2010. Quand on amorce une transformation, alors quand on est un groupe aussi conséquent que Lenovo, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour se transformer? Alors on va parler de 2010-2020, qui ont été une décennie chez nous. Je vais juste poser quelques jalons sur cet échange. D'accord. Premièrement, tous les chiffres que je vais donner sont vérifiés et vérifiables. D'accord. C'est-à-dire publiés. Ils sont publiés annuellement et répétés annuellement de façon à ce que tout le monde puisse les trouver. On est complètement transparent sur notre stratégie RSE. D'accord. Voilà. Et si on a une empreinte carbone, on la diffuse. Nous sommes des industriels, donc on sait qu'on a une empreinte carbone, on sait qu'on consomme de l'énergie. Ce que les clients nous ont demandé, c'est qu'on puisse la voir et on puisse voir les progrès que nous faisons. Voilà. Donc première étape, 2010-2020, avec des informations vérifiables et transparentes. Donc ce que vous allez nous dire, on va pouvoir le vérifier. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans? Alors déjà 2010, alors exactement 2009, mais 2010-2020 c'était plus simple. C'est première décision, implémenter des sources d'énergie renouvelables sur nos unités de production. D'accord. Donc quand on parle de RSE et de réduction d'empreinte carbone, parce que c'est le premier sujet sur lequel les clients nous challengent, vous avez 3 scopes. Scope 1, l'usine. Donc là, c'était le premier travail. Premier travail, donc équiper en énergie renouvelable nos usines. Voilà. Donc les usines qui vont fabriquer les produits Lenovo doivent tourner aux énergies renouvelables. C'est du 100% aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on n'est pas à 100%. Je vous ai dit, tout sera vérifiable. Pas de on va faire, c'est on a fait. Et à la fin, on verra peut-être un petit peu ce qu'on va faire. Mais je ne vais pas trop vous en dire. Pas de science-fiction. On avance étape par étape. La RSE n'est pas un moyen de communication. D'accord. Voilà. Si on est ici, c'est aussi parce que je me suis aperçu qu'on ne communiquait pas du tout sur ce sujet. Et l'inconvénient, c'est que j'ai eu des clients qui m'ont dit « Mais en fait, chez Lenovo, vous ne faites rien. » Non, on n'en parle pas. D'accord, et on en fait différent. Beaucoup. Oui. Et on en fait beaucoup. Donc, reprenons votre question sur quelle était la première étape. Donc, première étape, réduction de l'empreinte carbone en utilisant des énergies renouvelables. Dans les usines. Dans les usines. Donc, énergie renouvelable, 3 moyens. Aujourd'hui, le solaire, l'éolien, l'hydraulique. Donc, nos usines, aujourd'hui, on les couvre en panneaux solaires. D'accord. Alors, pour le vérifier avec un Google Maps, par exemple. Je ne cite pas Google comme un grand exemple, mais par exemple, voilà. Et on voit que certaines sont couvertes aujourd'hui de panneaux solaires. Et ça nous donne, et là c'est publié, 16 MW de capacité de production. D'accord. Le petit Lenovo aujourd'hui a une capacité de production de 16 MW. Et on produit 10 MW, c'est des énergies alternatives. Donc on produit 10 MW annuellement. D'accord. Voilà. On va grossir. 10 MW sur les 16. 10 MW sur les 16. D'accord. Donc capacité maximale 16, réelle produite 10. D'accord. Voilà. Et puis on va grossir. C'est-à-dire qu'on est en train d'équiper nos usines les unes derrière les autres. Avec un point final de cet équipement, c'est-à-dire que toutes nos usines seront équipées en 2025. En panneaux solaires. En énergie renouvelable. En énergie renouvelable, d'accord, parce qu'il y avait l'exemple des panneaux solaires. En énergie renouvelable de façon globale. Certaines usines sont situées à des endroits sur lesquels le solaire n'est pas la bonne solution. On a fait de l'éolien. Et il y en a une, par exemple en Amérique centrale, où c'est de l'hydraulique. D'accord. Voilà. Pourquoi on peut le faire? On peut le faire parce qu'on a nos usines. Alors c'est une très grosse particularité Lenovo, c'est qu'on a nos usines en nom propre. Et on en a de plus en plus. On vient de faire sortir de terre, pas plus tard qu'en toute fin d'année derrière, une usine en Hongrie, à Hulot, voilà, qui sera, elle, équipée, ça sera la dernière, en 2025, avec un système, donc pour le coup, de panneaux solaires. De panneaux solaires, d'accord. Voilà. Donc ça a été un des premiers jalons dès 2010 de la stratégie 2010-2020 qui a été initiée dès 2010. Quelles ont été les autres choses qui ont peut-être été mises en place chez Lenovo à partir de ce plan 2010-2020? Alors, une grosse avancée technologique, ça a été la fabrication de ce qu'on appelle la soudure basse température. D'accord. Alors, les Américains disent cold
mais c'est pas froid. D'accord, c'est basse température. C'est basse température, c'est entre 70 et 140 degrés. Oui, voilà. d'accord. Enfin, basse température, ça dépend pour qui, mais oui, mais c'est... Ok, d'accord. Ok. Moins chaud qu'avant, voilà, c'est ça. Avant, c'était 250 degrés. D'accord, Donc, ok. voilà. L'idée étant de baisser la consommation, et donc vous consommiez moins d'énergie, vous baissez votre empreinte carbone. Ça, D'accord. c'était immédiat. Premier effet positif, c'est-à-dire que les solvants qui sont rejetés dans l'atmosphère quand vous faites monter en température des métaux qui servent à la soudure, ben en fait, vous n'avez plus cette émission de beaucoup moins d'émissions en fait, de solvants. D'accord. Ça- Pardon, je vous pose juste la question pour ceux qui nous écoutent. Ça soude quand même? Alors, ça soude bien. Ouais. Ça soude bien? Oui, c'est Ça soude bien et je vais finir par le fait que ça soude très bien. D'accord. Vous faites bien de, de me challenger. Et donc, le deuxième effet, Ouais. puisque vous m'avez demandé si ça soudait bien, c'est qu'on n'a plus de panneau déballage. D'accord. Comme on ne fait plus chauffer les composants qu'on soude sur les cartes mères, ben, on s'est rendu compte que les panneaux déballage avaient disparu. Alors déjà, on n'en avait pas beaucoup, c'était du matériel professionnel, haut de gamme, donc très qualitatif. Mais là, elles ont disparu. Il y a plus de. Ça veut dire que parfois, alors rarement, d'après ce que j'ai compris, mais on pouvait ouvrir un ordinateur qui n'avait jamais utilisé et il pouvait y avoir une panne automatique parce qu'en fait, on avait trop fait chauffer finalement la carte mère lors des soudures. Et là, en fait, vous n'en avez plus. C'est ça ce que vous dites? Ces pannes-là ont disparu. D'accord, ok. Alors, c'est tellement bénéfique. C'est pas quelque chose que vous cherchiez, mais c'est arrivé. Moi, je dis que la nature, quand vous faites quelque chose pour elle, elle vous le rend. D'accord. Et là, elle nous l'a rendu. C'est-à-dire, regardez. Donc, ça nous évite de refabriquer des cartes qui vont servir à dépanner des ordinateurs chez des clients mécontents. Et donc, en fait, ça crée un deuxième cercle vertueux. Et ça, pourquoi on ne le faisait pas avant, la soudure basse Parce que température? Parce qu'on n'avait pas la technologie? Parce que c'est un brevet Lenovo. D'accord. Et comme on a trouvé que c'était vraiment génial, ce brevet, on l'a ouvert à l'ensemble de l'industrie gratuitement. Donc vous l'avez mis à disposition de tous On les l'a autres mis à constructeurs. disposition de tout le monde. D'accord. Voilà. Alors nous, aujourd'hui, on monte en capacité de production sur cette technologie. Mhm. Donc en 2 ans, on a produit environ, ça fait 2 ans que vraiment c'est démarré, on a fabriqué 27 millions de portables avec cette technologie. Voilà. Alors, vous me dites, ouais, alors, vous allez me dire, allez, posez-moi la C'est question. pas beaucoup? ça fait quoi 27 millions Oui, de portables? oui, bien sûr, oui, c'est ça, exactement. Alors ça fait exactement 5956 tonnes d'équivalent carbone. D'accord, ouais. Voilà. Et là, ça ne vous fait rien non plus. Non, effectivement, c'est des ordres de grandeur, mais alors ça veut dire quoi? C'est en moins par rapport à ce que vous auriez pu produire en tonnes carbone de manière traditionnelle? Ce qu'on produisait avant, on ne le produit plus. Donc ça, c'est l'économie annuelle. Bien sûr. Et cette économie annuelle en tonnes carbone, ça fait 2,5 millions de litres de carburant. D'accord, ça Voilà. c'est l'équivalent que vous n'avez pas produit, Qu'on ne produit plus. que vous ne produisez plus. Voilà. D'accord. Et ça, donc c'est pas encore sur l'intégralité des produits qui sortent des usines Lenovo. Il y a une montée en compétences à venir, mais on est déjà sur quelque chose qui est assez avancé depuis quoi? C'est Depuis sur 2 ans? l'intégralité des produits ThinkPad. D'accord. Donc, nos matériels professionnels, notre cœur business. Voilà. Mais Il y a une montée en... toutes les gammes vont adopter cette technologie, voilà, étape par étape, et on demande à nos sous-traitants de l'adopter. Il y a d'autres choses à mentionner sur la première partie 2010-2020 ou là en plus? Je vais pas forcément en étaler. On a fait beaucoup de choses. Il y a la partie emballage qu'on veut peut-être aborder. Bien sûr, la partie emballage. Donc là, sur 2010-2020, vous avez revu également les emballages que vous utilisez pour les produits Lenovo? En fait, l'emballage, vous le considérez comme quoi? Comme un moyen de transport. En tout cas, ça en fait partie, oui. Bah, c'est souvent réducteur. Oui, bah oui. Eh ben, on a décidé d'aller plus loin. C'est-à-dire que l'emballage, aujourd'hui, c'est une partie de l'objet acheté. D'accord. Et en fonction du produit que l'on a dedans, eh ben, on va avoir un emballage adapté. D'accord. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé le design des paquets. Aujourd'hui, quand vous achetez un ordinateur Lenovo, même en grande distribution, il est fermé de façon à ce que vous n'avez plus de scotch pour fermer le paquet. Il se ferme automatiquement, donc mécaniquement avec son carton. Allez, combien de tonnes de plastique on a économisé par an? Ah bah ça, je serais bien incapable de vous le dire, mais vous allez me le dire, je pense. 50 tonnes. 50 tonnes de plastique par an. 50 D'accord. tonnes en fait d'adhésifs. Depuis combien de temps du coup? Eh bien là, ça fait pleinement 18 mois qu'on est sur cette technologie. D'accord. Je vous le dis à peu près, là, à peu près Oui, 18 bien sûr. mois. Ouais. Voilà. De toute façon, c'est vérifiable, hein, on aura les chiffres détaillés. Ouais. Mais d'accord, donc 50 tonnes de plastique économisées par an juste en changeant le design du carton. En changeant le design du carton, en changeant son système de refermeture. Autre chose, alors, il y a eu une période dans laquelle la partie, vous savez, dans le carton de transport d'un portable, vous avez un morceau de plastique qui servait à le caler. On ne sait jamais, on pouvait avoir un transporteur indélicat. Bien sûr, ouais. Voilà. Vous savez, qui balance derrière la clôture. Ça peut arriver, Ça ouais. peut arriver. Tout le monde a connu ça. C'est ça.
Donc c'était un morceau de plastique. Enfin, un morceau de plastique qui était donc recyclable, mais qui était plastique. Alors on avait décidé de le transformer en matériaux biosourcés. D'accord. Donc on remplaçait. Remplacer. Il n'y a plus de plastique et on met un matériau biosourcé. Biosourcé, donc qui était soit du bambou pour notre fabrication en usine, Asie, soit de la bagasse. La bagasse, c'est la partie non comestible de la canne à sucre. D'accord. Voilà. Pour les usines que l'on a en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Voilà. Combien de tonnes? C'est ça, c'est ce que et on s'est fait accuser de déforestation. D'accord. Voilà. Okay. Donc, du coup, on revient au plastique? On n'allait pas faire mourir de faim les pandas. Donc, on revient au plastique. Donc, on est revenu au plastique, ouais. Oui, mais au plastique cette fois-ci, qui vient 100% du recyclage. D'accord. Donc, nous utilisons du plastique qui vient du recyclage pour fabriquer une partie d'emballage. C'est intéressant et c'est important ce que vous nous dites. Ça montre d'ailleurs que quand on s'engage sur des sujets de développement durable, quand même, on ne peut pas le faire sans erreur. Et qui c'est une démarche un peu globale en fait qu'il faut mettre en place avec une compréhension des enjeux de toutes les parties prenantes autour de la table. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé au SBTI, Science Based Target Initiative. Là, pour vous guider un petit peu sur tous ces sujets. Le SBTI fait vraiment référence en fait en éco-conception. Et donc on a confié au SBTI le fait de vérifier ce qu'on faisait, de valider que ce n'était pas une fausse bonne idée. Et à partir du moment où ils valident, on peut prendre ce chemin-là et communiquer sur le fait que nous utilisons cette technologie. Alors Thierry Bunel, on a passé un petit peu de temps effectivement à évoquer la stratégie de transformation de Lenovo, mais c'est important, d'autant que si je comprends bien, vous communiquez assez rarement dessus, donc il y a un petit peu de temps à rattraper sur le sujet, et en plus vous le faites avec franchise, et je pense que les gens qui nous écoutent apprécient cela. Justement, les gens qui nous écoutent, c'est généralement des gens qui travaillent au sein de DSI d'entreprises, qui voient très souvent leur direction générale, ou en tout cas leur direction, leur dire il faut réduire l'impact, il faut réduire l'impact de notre entreprise. Ça passe aussi par la DSI puisque le numérique, le secteur du numérique, l'utilisation des produits numériques ou des services numériques pollue. Réduisons l'impact. Bon, là c'est bien, on a fixé un cap et puis après il y a la question du comment. Vous avez questionné pour le coup vos clients. Et vous leur avez demandé quelles étaient leurs exigences vis-à-vis des produits dont ils voulaient s'équiper sur ces sujets RSE. Et ils vous ont répondu un certain nombre de choses, notamment fabriquées avec une technologie innovante, mais qui minimise l'empreinte carbone. Donc on voit qu'une des réponses finalement de la DSI, c'est de dire à son constructeur, à son équipementier, ou en tout cas à une entreprise comme Lenovo, fournissez-moi la même chose, mais avec un impact carbone inférieur à ce que vous me fournissiez jusqu'à présent. Alors, pour être précis, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous disent, donnez-nous l'empreinte carbone que j'ai sur ma machine d'aujourd'hui, et si j'achète le nouveau modèle, qui tous les 18 mois, vous savez, on renouvelle notre matériel, notre portfolio, peut-être plutôt 24 que 18 dernièrement, est-ce que la nouvelle machine a une empreinte carbone améliorée? Et comment? Moi, je vous ai dit, on est vraiment transparent. On a un site, des éco-déclarations Lenovo, dans lequel on retrouve nos fiches d'empreinte carbone. Et bien, on peut vérifier que la machine T14S, par exemple, Gen 1, et vous comparez son empreinte carbone à la T14S Gen 2. Voilà. Et le client, il peut vraiment regarder que cette empreinte carbone s'améliore. Alors, je vais y mettre un modulo. On a dit qu'on était complètement transparent. En utilisant une méthode qui s'appelle la méthode Paya pour calculer l'empreinte carbone. Plus les mois, plus les années avancent, plus elles s'affinent. Donc il est possible qu'on ait l'impression que l'empreinte carbone augmente. Or, en fait, c'est le calcul qui s'est amélioré d'une année sur l'autre et qui touche plus la réalité. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que potentiellement, on pouvait être un petit peu trop optimiste sur les calculs des années précédentes. Ça fait 3 ans qu'on maîtrise vraiment bien cette méthode de calcul. Avant, c'était vraiment de l'à peu près. Je note sur ce sujet effectivement de remplacement de parcs d'équipements informatiques de manière régulière, parce que c'est aussi un sujet. C'est un sujet qui revient d'ailleurs dans les demandes de vos clients. Deuxième demande, consommer moins d'énergie pendant leur utilisation. Mais alors ça, moi, la première question que je me pose d'un point de vue extérieur, c'est consommer moins d'énergie, mais j'imagine avec un niveau de performance équivalent. Alors c'est la base. Ouais. C'est la base. Moins d'énergie et autant de business. D'accord, voilà. Ouais, c'est ça. Comment on fait? Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. C'est quelque chose qui est traité depuis en fait très longtemps. Alors je vais vous prendre un exemple.
on fabrique des stations de travail, vous savez, pour faire de la CAO, du design, de la retouche de vidéo. Ces stations de CAO contiennent des cartes graphiques, contiennent des processeurs puissants, et en fait, ce sont des grosses machines, donc évidemment un peu énergivores. À ce jeu-là, en travaillant sur le design des flux d'air dans les machines, on a réussi à avoir la consommation la plus réduite du marché. Donc on en revient au sujet design. Comme pour les emballages, en fait, le simple fait de penser avec un design un peu différent, on arrive à optimiser la consommation d'énergie d'un terminal informatique. C'est toute l'histoire 2010-2020. Réfléchissons, pensons bien, améliorons. Et ça fonctionne. Et ça donne des résultats. Ça donne 42% de baisse de l'empreinte carbone sur les machines, à la machine près, en 10 ans. Troisième sujet qui est évoqué, c'est machines conçues pour durer plus longtemps. Donc là, on revient peut-être justement sur cette fréquence de renouvellement d'un parc informatique, parce que c'est vrai que qui dit informatique, qui dit nouvelle technologie, qui dit technologie tout court, dit évolution tellement rapide qu'il faut toujours se mettre à la page et changer d'équipement. Là, on demande d'avoir des machines qui sont conçues pour durer plus longtemps. On change un petit peu, on change pas forcément de paradigme, mais on revoit un petit peu sa manière d'aborder le parc informatique. Vous m'emmenez pas sur l'obsolescence programmée? Non. Je ne m'arrêterai pas. Non. Donc, il n'y a absolument aucune obsolescence programmée. La première chose, c'est que Lenovo, alors quand j'ai cité les empreintes carbone, notre calcul est fait sur 5 ans. D'accord. Pourquoi on le fait sur 5 ans? Parce qu'on garantit que les pièces détachées seront disponibles pendant 5 ans. Voilà. Ça, c'est vraiment partie des garanties Lenovo. On peut les regarder d'ailleurs sur le site des pièces détachées. On les voit, elles sont présentes et pendant 5 ans, elles seront présentes et ça, on le garantit. Après, on peut en trouver par d'autres circuits de distribution, mais nous, chez Lenovo, pendant 5 ans, on peut acheter les pièces détachées. Mais il y a un sujet, parce qu'on est en fait l'ultra leader du portable. C'est là-dessus qu'on est vraiment reconnu avec les ThinkPad. On a des pourcentages de marché que je ne citerai pas parce que je ne veux pas me vanter et ce n'est pas le sujet. Mais on a des grosses parts de marché sur la partie portable. Et on va nous dire, oui, mais le portable, le problème, c'est la batterie. Oui, quand la batterie ne fonctionne pas, effectivement, on considère qu'il faut changer de téléphone, alors qu'on pourrait changer la batterie, par exemple. Alors, sur les téléphones. Je ne vais pas venir sur le sujet des téléphones. Nous en fabriquons aussi. On a racheté Motorola il y a plusieurs années. Mais ce n'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On va être sur le PC portable. D'accord. OK. Sur les PC portables professionnels, les batteries, déjà, elles sont pas scellées. Elles sont vissées. D'accord. Donc, elles sont échangeables. On peut les changer. Voilà. Comment faire pour que sa batterie dure 3 ans et plus, et voire jusqu'à 5 ans? En fait, on s'est rendu compte d'un phénomène, c'est ce qu'on appelle les recharges fantômes. Vous avez chargé votre PC à 100%. Vous partez sur une petite réunion. Vous partez avec. Vous allez le faire baisser de 5, 6% la batterie. Allez, 10%. Vous revenez à votre place, sur la docking ou sur le chargeur, vous rebranchez. Elle se recharge. Oui. Voilà. Et ça, c'est pas bien pour l'entretien de la batterie, du coup? Et bien en fait, vous allez consommer un cycle. D'accord. Alors nous, chez Lenovo, on met des batteries de qualité. Ce sont des 1000 cycles. Voilà. Donc, ce sont des batteries qui sont faites 1000 cycles. Mais si vous faites ça, vous sortez 3-4 fois en réunion, comme ça, par jour, vous allez en fait consommer des cycles, consommer des cycles, consommer des cycles. Mais parce que tout le monde fait ça pour le coup, de se rebrancher automatiquement sur son ordinateur et donc de considérer qu'on n'aura pas de problème de batterie lorsqu'on sera en train de travailler. Et là, ça veut dire qu'automatiquement, en fait, on diminue mécaniquement la durée de vie de la batterie. On diminue la durée de vie de la batterie. Et bien, j'ai la solution. En fait, on a mis gratuitement sur le store Microsoft. Alors, si on n'a pas le droit d'aller sur le store, vous en demandez à quelqu'un de chez Lenovo, on vous fournira le point MSI pour l'installer. D'accord. Un logiciel qui s'appelle Commercial Vantage et qui permet de régler le seuil de batterie. Alors moi, je l'ai appliqué sur la mienne. Tant que je ne suis pas descendu en dessous de 75%, ça ne consomme pas de cycle. Elle ne se recharge pas. Elle ne se recharge pas. Quand je me branche, elle reste où elle est, mais elle ne se recharge pas. Voilà. D'accord. Et je remonte à 95%. Pourquoi je ne la recharge pas à 100%? Parce que c'est les 5 derniers pourcents qui sont les pires, en fait, pour la batterie, pour sa vie. Donc je vis entre minimum 75 et 95, et ma batterie, je me fais un pari que je la ferai durer 5 ans. C'est personnel. Un sujet également, c'est donc les entreprises avec lesquelles vous avez échangé demandent des équipements plus simples à entretenir et à mettre en œuvre. Alors ça, le lien avec la RSE, c'est peut-être plus sur le côté entretien, changement potentiellement, réparabilité des produits? Alors la réparabilité, c'est un grand sujet. Le nombre de clients qui me demandent les indices de réparabilité, c'est devenu exponentiel. Alors on les fournit, on les calcule, malgré le fait que les directives du gouvernement qui a fourni cet indice de réparabilité, vous en avez déjà vu cet indice? Alors on en parle, mais effectivement, moi je les vois plus effectivement sur quand on va acheter une machine à laver par exemple ou autre, mais sur des ordinateurs professionnels, non, j'avoue ne pas connaître. Alors c'est pensé pour le grand public. D'accord. Voilà.
Alors, c'est transportable sur le professionnel. Donc, nous, on a fait les calculs. Comme d'habitude, transparence, honnêteté complète. Après, l'indice de réparabilité vous demande si vous avez la documentation en ligne. Nous, à partir du moment où l'ordinateur est sorti, la documentation est en ligne à vie. Donc, évidemment, la note va être très bonne. Les pièces détachées sont disponibles. La facilité pour l'ouvrir et aller changer une pièce est vraiment décrite. On fournit ce qu'on appelle des HMM, des Hardware Maintenance Manual, qui permettraient à quelqu'un qui n'y connaît rien de démonter la machine pour aller changer une pièce. De le réparer lui-même. De le réparer lui-même. Pour les choses simples, évidemment. Voilà, oui, bien sûr. Les choses simples. On a quand même souvent besoin de quelqu'un quand même qui a des compétences techniques. Mais c'est vraiment la philosophie. Et donc, les notes de réparabilité sont excellentes. Alors, je continue parce qu'il y a pas mal de sujets. Alors, il y a un sujet qu'on a déjà rapidement évoqué, mais le sujet de matériaux recyclés et recyclables à l'intérieur des équipements IT. Alors ça, c'est un sujet qui revient souvent, effectivement. C'est possible aujourd'hui d'intégrer de manière massive, volumineuse, des équipements recyclés ou recyclables à l'intérieur d'un équipement IT? Alors là, vous m'emmenez sur un terrain glissant. Ah bon? Pourtant, c'est ce que demandent vos clients, maximiser l'utilisation de matériaux recyclés et recyclables. Alors, non, vous avez raison. C'est une demande, mais est-ce qu'aujourd'hui on sait le faire? Alors, on reste sur les ordinateurs portables? Allez, on va rester sur les ordinateurs portables, comme ça on a un chemin clair. Aujourd'hui, un ordinateur portable, il a deux matériaux prépondérants, qui sont le plastique et la partie métallique. Il faut savoir qu'il y a 40% de métaux dans un ordinateur portable, ce qui n'est pas rien. Les métaux viennent majoritairement du recyclage. Mais pour l'instant, je ne donnerai pas de valeur, parce que nous avons évidemment différents fournisseurs, et le taux de recyclé à l'intérieur de ces métaux, je ne le maîtrise pas sur toutes les machines. D'accord, donc c'est une dynamique qui est engagée, mais on ne peut pas le mesurer ou le quantifier aujourd'hui. C'est déjà fait, voilà, sur la partie métallique. Sur la partie plastique, là, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'étais en contact avec un plasturgiste, enfin une plasturgiste exactement, et qui m'a bien expliqué que le plastique ne se recycle pas, il se décycle. D'accord. Quelle est la différence pour ceux qui ne savent pas ou qui ne suivent pas forcément ça de près? Alors, imaginons que vous avez un verre. Ouais. Le verre, vous le faites tomber, vous pouvez refaire exactement le même verre. Bien sûr, oui. Le plastique, vous ne pouvez pas faire ça. Et ça veut dire que oui, on peut refaire exactement le même verre si on fait fondre le verre et qu'on remoule exactement le même verre. Voilà. D'accord. Le plastique, non, c'est pas possible. Le plastique, c'est pas possible. En fait, avec des bouteilles en plastique, vous allez pouvoir faire des pulls, tels qu'on l'a vu régulièrement. Voilà. Mais on ne peut pas refaire une bouteille en plastique. On ne peut pas refaire une bouteille en plastique. D'accord, donc on peut changer l'utilisation du plastique, mais on ne peut pas... D'accord, oui, je comprends. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le plastique de refabrication n'a pas les mêmes qualités. Or, la plasturgie d'un portable, aujourd'hui, c'est sa solidité. Vraiment, c'est une partie très importante. Donc, on est obligé d'utiliser des plastiques neufs massivement, ce qui fait que dans un portable, vous avez entre 2,5 et 11% de plastique recyclé. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, on ne peut pas aller plus loin, sauf que, parce qu'il y a toujours des exceptions, on a travaillé sur des modèles d'exception, chez nous qui s'appellent les séries Z, qui s'adressent aux générations Z. Voilà. Et là, la plasturgie, en fait, est différente et on a pu intégrer beaucoup plus le plastique recyclé. Mais il y a des... Donc on en revient à la conception du produit pour y intégrer finalement, pour réduire l'impact de l'équipement IT. Mais c'est toute l'histoire. C'est des histoires de conception, de réfléchir à ce qu'on fait et aussi de répondre à une attente des clients. Sur ces machines, pour les générations Z, on a parlé des cartons, et bien cette fois-ci, le carton, il n'est pas biodégradable, il est compostable. D'accord. On est allé au bout de la démarche. Il n'y a plus du tout de plastique. Les petites enveloppes qui contiennent les documents sont en craft, et la poignée est en fibre de bois, la petite poignée de transport. Voilà. Eh ben justement, c'était une demande de vos clients. Je vois les emballages innovants et durables, donc ça on en a parlé plusieurs fois. Voilà. Vu que l'heure tourne, je continue. Ils vous demandent également des équipements pensés pour une économie circulaire. Donc là, je rebondis effectivement sur le fait qu'on change son parc régulièrement quand on est une entreprise. Quand on est un constructeur ou qu'on soit une entreprise, la question de la fin de vie de l'équipement se pose mécaniquement. Qu'est-ce qu'on fait d'un ordinateur une fois qu'il n'est plus utilisé par l'entreprise qui l'a commandé pour son utilisation, qu'elle l'ait gardé 1 an, 2 ans ou 6 ans d'ailleurs? Alors, nous, on a créé un service qui s'appelle l'ARS, Asset Recovery Service, dans lequel on rachète des parcs de machines comme ça à des clients qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus. Et en fonction de l'état des machines et de la valeur des machines,
le client reçoit un chèque pour rachat de parc. Ces machines sont récupérées, alors je vais utiliser un terme anglais, refurbishées. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Reconditionné, pardon. On ne recycle pas, on reconditionne, d'accord. C'est le problème, à force dans nos métiers, on parle franglais, c'est une catastrophe. Et on a pris un certain nombre de décisions localement. Une usine de refurbishing, on en a une à nous, qui est à Lodz, en Pologne. On a décidé que pour cette activité, ce n'était pas possible. D'accord. Voilà. Donc, on utilise des partenaires locaux en France qui, majoritairement et idéalement, ont des personnes en situation de handicap pour faire travailler des personnes en situation de handicap dans des ateliers protégés. Voilà. Ces machines-là, en fait, on leur confie, elles ne nous appartiennent plus. Et eux, en fait, les refurbishent, excusez-moi encore pour cet reconditionnent, oui, bien sûr. Reconditionnent, merci. Et après, ils les revendent et c'est comme ça que vous en retrouvez sur Back Market, pour ne citer que. D'accord, donc l'idée, c'est d'offrir une deuxième vie, finalement, à ces produits donc pour d'autres utilisations. Donc ça, c'est effectivement les demandes de vos clients. On a répondu à chacune des demandes, du coup, les unes après les autres. Ces clients... je le disais au début de ce webinaire, on leur demande de réduire leur impact. Donc effectivement, ils le répercutent parfois sur leurs équipementiers IT, sur leurs partenaires IT. Comment est-ce qu'on peut les accompagner sur ces sujets? Parce qu'effectivement, c'est une chose de dire on va réduire l'impact de notre activité. C'est une autre chose de définir une feuille de route pour réussir, quand on est à la DSI, à réduire son impact réduire l'impact environnemental de l'IT de l'entreprise. Alors, votre question, j'ai un client qui vient de m'aider à y répondre. D'accord. C'est un très gros sous-traitant de l'industrie automobile, que je ne nommerai pas, mais qui nous a dit, écoutez, vous arrivez à calculer l'empreinte carbone de vos produits avec votre méthode. Ben nous, on voudrait que vous nous expliquiez comment vous faisiez, parce qu'on veut l'appliquer à notre industrie. D'accord. C'était déjà, donc, on va faire ce transfert de compétences pour leur dire voilà comment on fait, donc avec notre méthode PAIA, récupérer auprès de chaque fournisseur l'empreinte carbone, tout additionner, en faire vraiment des chiffres exacts, voilà. Ça, c'est la première chose. Et puis, on a une demande, en fait, qui est émanée, alors, du secteur privé d'abord, avec aujourd'hui beaucoup de retours avec le secteur public. C'est une demande qui est partie des pays nordiques. Ils se sont dit, voilà, écoutez, c'est très bien, on a compris l'empreinte carbone, ci et ça, on a compris que vous faisiez des efforts, vous avez fait beaucoup d'efforts, mais nous, on voudrait être carbone neutre. OK. Donc, puisque on sait qu'on a quand même une empreinte carbone, que aujourd'hui, on n'arrive pas encore à éliminer, le net zéro carbone est programmé, mais il n'est pas encore aujourd'hui atteint, ben, on voudrait faire de la compensation. OK. Alors, ces pays nordiques se sont rapprochés d'un spécialiste du crédit carbone, voilà, qui est donc affilié à l'ONU, parce que pour faire du crédit carbone, il faut que vous soyez affilié à l'ONU. Donc, ils ont pris l'historique. Bien sûr. Il s'appelle Climco, pour le nommer. Et ils sont allés au bout de la démarche. Ils ont dit, mais si on prenne une compensation carbone, on ne s'achète pas une bonne conscience. Il faut qu'on paye vraiment un résultat. Donc, cette ONG, Climco, elle a différents projets. Et dans ces projets, Lenovo en choisit. Alors typiquement, on élimine tout ce qui est reforestation. Ça, c'est de la compensation carbone sur 10 ans. On veut du beaucoup plus rapide. Et on propose aux clients, moyennant quelques euros par machine, de payer leur compensation carbone. Cet argent est intégralement versé à Climco et ils financent des projets et des projets existants, pas des projets sur papier. On commence à payer à la pose de la première brique. D'accord. Et donc, quel type de projet si on élimine la reforestation, par exemple? Vous avez des exemples de projets à nous donner? Alors, on a fait de l'éolien en Bulgarie. D'accord. On a fait de l'hydraulique en Inde. Et on a fait du solaire en Chine, en Amérique centrale. Et ça, c'est des projets qui sont ensuite suivis par Lenovo, du coup? Qui sont suivis, qui sont tout à fait suivables. D'accord. Voilà. Pareil, dans un même objectif de transparence qu'on peut retrouver sur Internet, vérifiable également. Tout se retrouve. Alors, donc, nous, on a un rapport RSE annuel. Donc, tous les chiffres que je pourrais communiquer sont dans ce rapport RSE. D'accord. Il fait 140 pages, il est en anglais. Comme je l'ai dit plusieurs fois, je suis allé jusqu'au bout. À la 140e page, c'est ouf. On imagine, oui. Voilà. Mais il est complètement transparent sur notre activité, notre impact. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait en 2021, 2022, 2023 et ainsi de suite. Et on voit les progrès qui se réalisent. Une dernière question, Thierry Bunel, pour finir ce webinaire. Une question
qui va concerner Lenovo, mais qui est également un conseil pour les gens qui nous écoutent. Quand on travaille, quel que soit le secteur d'activité, mais en l'occurrence Lenovo pour l'équipement IT des entreprises, on n'est pas seul sur sa chaîne de valeur. On a des partenaires, on a des sous-traitants, on a des fournisseurs. Comment est-ce qu'on s'assure, quand on veut réduire l'impact de son entreprise, que les sous-traitants, les fournisseurs jouent le jeu de la même manière? C'est une question que j'ai souvent eue. D'accord. Très souvent. Et en gros, c'est comment éviter que l'on ait un sous-traitant qui confonde usine et camp de travail. On m'a souvent amené sur ce dossier et on m'a amené par boucle concentrique. D'accord, oui. Voilà. Donc on a mis en place quelque chose qui maintenant fonctionne très bien, qui s'appelle le RBAC aussi, Business Agreement Code of Conduct, dans lequel le sous-traitant premier et deuxième rang, évidemment le salarié Lenovo, mais lui, il a son contrat de travail Lenovo, donc de toute façon il est affilié forcément à ce Code of Conduct, dans lequel il est précisé qu'on ne doit pas se servir de minerais en zone de conflit. On doit respecter les droits de l'homme, on doit respecter les temps de travail, on doit respecter l'éthique. Et tous ces sujets-là, en fait, sont obligatoires. Vous dérogez, vous n'êtes plus fournisseur de Lenovo. Alors, soit on est numéro 1, soit numéro 2 mondial, avec un autre, un coup c'est nous, un coup c'est eux. Mais si vous perdez Lenovo, vous perdez un très très gros client. Donc, depuis qu'on a mis ça en place, on les tient nos sous-traitants. D'accord. Et depuis, du coup, on est assuré globalement d'une certaine éthique vis-à-vis de l'intégralité de ses fournisseurs. On vérifie, bien sûr, par nous-mêmes avec des inspecteurs, ces fournisseurs. Et là, depuis qu'on a mis ça en place, il n'y a plus de brebis galeuses. C'est quelque chose que vous conseilleriez à vos clients, d'être aussi exigeants vis-à-vis de leurs propres fournisseurs pour s'assurer finalement, leur dire écoutez, de toute façon il n'y aura pas de deuxième essai, donc globalement tenez les engagements que nous on a pris aussi? Moi je suis assez fier de travailler dans une entreprise dans laquelle je sais que les ordinateurs que l'on propose ont été majoritairement fabriqués avec des énergies renouvelables plutôt que des usines à charbon. Dans cette même logique, je pense que savoir que l'on utilise des employés qui fabriquent des ordinateurs dans des bonnes conditions, c'est quand même mieux que de se mettre la poussière sous le tapis et dire peu importe ce qui s'y passe. C'est un avis très personnel, mais moi je vous dis, je suis fier de ce qu'on fait. Voilà, donc globalement quand on est une entreprise, il ne faut pas oublier qu'on est également client et qu'on peut avoir des exigences vis-à-vis de ses partenaires ou de ses fournisseurs. Merci beaucoup Thierry Bunel d'être venu nous expliquer avec autant de franchise et de transparence la stratégie RSE menée par Lenovo depuis 2010. Je rappelle que vous êtes référent RSE chez Lenovo. Merci Thierry Bunel. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis depuis le studio du rendez-vous des décideurs IT.